Mieux vivre mes conflits au quotidien, chapitre 3. Les autres et moi. Quels sont les conflits les plus classiques avec les ronds concentriques autour de moi? Autour de moi, j'élargis des cercles concentriques avec mon conjoint si j'en ai un, puis ma famille, mes proches et enfin les autres, qui sont quand même aux environs de 8 milliards. On pourrait d'ailleurs prolonger les cercles concentriques avec mon quartier, ma ville, mon pays, mon continent, ma planète, voir aussi mes conflits avec les autres espèces animales et avec la nature. Avec cette dernière, j'ai une certitude. J'ai intérêt à négocier. Il existe quelques exceptions, les ours ou les sangliers solitaires, qui ne sont pas réputés champions de la diplomatie. Même eux arrivent à rentrer en conflit, moins souvent car ils ont peu de contact, mais parfois violemment. À noter toutefois que de nos jours, les solitaires involontaires sont de plus en plus nombreux. Leur point de vue n'est pas à confondre avec celui de l'ours. Au centre du monde, il y a moi, c'est normal. Il m'arrive d'être en conflit avec moi-même plus ou moins fréquemment et plus ou moins violemment. On ne peut pas en vouloir aux gens qui sont mal dans leur peau, mais il faut bien reconnaître que leurs relations sont souvent un peu tendues. Si je veux éviter les conflits, j'ai donc intérêt à m'aimer comme je suis et, par ailleurs, à fréquenter de préférence des gens heureux de vivre. Pour me remettre en paix avec moi, je me réfère à la théorie des 4 mois d'un philosophe bien connu, du moins des initiés, dont je ne suis pas. Me connaître en termes de personnalité, c'est savoir ce que je suis, mais aussi ce que je crois être, ce que je voudrais être inconsciemment, ce que je cherche à paraître sans même me rendre compte que je joue la comédie. Le 4e moi, mon personnage, fait référence au fait que la vie n'est qu'un vaste théâtre. On l'appelle aussi le masque, car il sert à masquer ce que je crois peu valorisant dans ma personnalité. Il marque la différence entre l'être et le paraître. Ce que je suis réellement en termes de personnalité est à peu près impossible à savoir. Autant je connais facilement ma taille et la couleur de mes yeux, autant savoir si je suis plus ou moins créatif ou normatif que la moyenne nationale reste assez problématique. Les tests de personnalité tentent de présenter simplement une réalité extrêmement complexe, mais couper nos cerveaux en 4 ou en 6 reste extrêmement réducteur compte tenu du nombre de connexions possibles de nos neurones. Passer des tests est un moyen de se connaître, mais si vous en avez passé un, il est prudent d'en passer rapidement des autres pour vérifier si les résultats sont un peu cohérents entre eux. C'est volontairement que je représente ce 2e moi d'une manière un peu plus hérissée que le premier, car au moins dans notre culture dite judéo-chrétienne, les gens ont davantage tendance à douter de leur talent qu'à se montrer prétentieux. Les deux extrêmes ont une communication difficile. Le prétentieux sera peu crédible, et celui qui manque par trop de confiance en lui va devoir constamment être rassuré, ce qui à la longue va devenir pénible pour son entourage, et même source de conflit. Nous avons tous plus ou moins consciemment des modèles ou des contre-modèles. Notre personnalité en a croisé d'autres qui nous ont interpellés. Certains ont même des mentors très identifiés, et pour d'autres c'est plus confus, mais cependant bien réel. Enfin, s'il y a trop d'écart entre ce que je crois être et ce que je voudrais être, je me fabrique un personnage, ce que je veux faire croire aux autres que je suis. Si c'est conscient, cela s'appelle du bluff. Il est parfois utile de passer volontairement pour ce que l'on n'est pas. Laisser un prétentieux vous prendre pour un idiot vous fera gagner du temps. Passer provisoirement pour un converti auprès d'un militant vous évitera de longues joutes oratoires parfaitement stériles. Si votre interlocuteur pratique la fausse colère pour mettre fin à une communication qui tourne à son désavantage, faites semblant d'avoir peur. De toute manière, il vous indique par là qu'il est conscient d'avoir tort, et cette information vous suffit. Cependant, nous jouons tous un rôle inconsciemment, et il vaut mieux savoir en quoi il diffère de notre moi réel. En effet, à votre avis, que font les autres face à nos 4 mois? Réponse, ils vont bien sûr tenter de trouver notre moi réel caché derrière notre masque. Si ça les agace vraiment, ils vont même tenter de nous l'arracher. On parle sérieusement là, arrête ton cirque. Vous avez tous entendu ça. Il est clair que s'il y a trop d'écart entre le réel et le personnage, l'image ne va pas être terrible. Pour améliorer notre image à partir de la théorie des 5 mois, il convient donc de mieux nous connaître, avec plusieurs méthodes connues, le coaching, les tests, les bilans de compétences et autres 360 degrés, mais la plus efficace consiste à observer comment nos interlocuteurs réagissent à nos propos. S'ils réagissent mal, c'est peut-être que nos idées les contrarient, mais c'est surtout que nous ne sommes pas crédibles, car nos propos sonnent faux.
Quand je sais à peu près qui je suis, commence alors une grande démarche de négociation entre mon moi réel et mon moi idéalisé. Une démarche dans les deux sens. Me connaissant bien, je peux tirer parti de mes points forts et me montrer très assertif sur mes qualités. Mes points faibles, je les accepte et je cesse de faire semblant. Revoir ses ambitions à la baisse est aussi un moyen de parvenir à la sérénité et par voie de conséquence de se réconcilier avec son entourage. Vivre sans n'avoir rien à prouver à personne est hyper confortable. Quand je tire parti de tous mes points forts et que je gère mes points faibles sans complexe, je m'accepte comme je suis, mais après avoir optimisé mes potentiels. Je peux tomber le masque et je peux commencer à parler vrai. J'ai réussi à être bien dans mes pompes sans avoir à changer de chaussures. C'est une manière assez simple de définir toutes les démarches de développement personnel. Toute bonne idée poussée à fond devient une bêtise. Je ne suis pas d'avis de tuer complètement l'ego, mais juste de l'objectiver un peu. La vie sociale étant ce qu'elle est, il est même fortement recommandé de garder une panoplie de masques pour négocier avec nos semblables, voire même, comme celui de gauche sur la diapo, un masque à trois faces. Plus votre interlocuteur est un manipulateur, et plus votre personnage devra être ambigu et sophistiqué lui aussi. Manipuler honnêtement un manipulateur pervers relève de la légitime défense. Par contre, il est fondamental de bien savoir quand je suis vrai et quand je joue. En gros, ça consiste à contrôler mieux l'inconscient, et ça passe par une bonne connaissance de soi, CQFD. Avant d'aborder n'importe quel entretien un peu important, nous devons faire la paix avec nous-mêmes et partir du principe que notre interlocuteur va être de son côté à la fois utile et sympa. Les positions de vide de l'analyse transactionnelle sont hyper simples à comprendre et évitent tous les échanges inutiles. L'idée est que plus ou moins consciemment, j'aborde tout entretien avec une posture qui va influencer le comportement de l'autre. Moi, je me sens bien ou pas bien, et je considère que l'autre est un bon contact ou pas. Ça détermine 4 zones. Si je pense être nul et que je prends l'autre pour un grand caïd, j'aborde l'entretien en position de déprime. Si j'ai peur d'être mangé, eh bien l'autre ne sera pas contrariant et il va me manger. Ou au mieux, il va m'envoyer le SAMU et il va me consoler d'être en effet très nul. Dans les deux cas de figure, l'entretien évidemment n'aura pas de suite. Je me suis fait un jour agresser par une candidate. Bonjour monsieur, je suis venu, mais vous devriez avoir honte de faire ce métier de négrier, et je refuse de travailler dans une entreprise qui passe par des gens comme vous. SIC, en français dans le texte. Cette personne avait un CV qui correspondait très bien au poste, mais je n'ai pas pu la présenter à mon client. Dommage, car cette personne n'était pas une vraie arrogante. Sans me connaître, elle avait une image tellement mauvaise des recruteurs en général, que pour se rassurer, elle avait dû se shooter à la colle avant de venir. Bon, retenez que l'arrogance n'est jamais une bonne posture, même si c'est le moyen de pallier à vos angoisses. Si je suis convaincu qu'il n'existe pas d'emploi pour moi et que la personne en face de moi n'est pas la bonne personne pour m'aider, elle ne va pas me contrarier non plus. Elle va m'expliquer que les temps sont durs pour tout le monde et que ses rhumatismes la font souffrir. J'ai assisté à des entretiens d'embauche qui ressemblaient à des goûters de Tamalou des clubs troisième âge. Au bout de 5 minutes, les deux parties savent que l'entretien n'aura pas de suite, et on poursuit quelque temps par pure politesse. Dans le cas de l'entretien de recrutement, ça se termine souvent par la fameuse promesse « on vous écrira ». Le recruteur que vous avez pris pour une bille ne va pas vous sélectionner. Par élimination, il ne me reste plus qu'une case. J'ai oublié comment l'analyse transactionnelle baptise officiellement la zone OK. Moi je l'appelle Banzai. Allons-y, y a rien qui gêne, tous les feux sont au vert. Retenez simplement l'idée que si je doute de mon interlocuteur et ou de moi-même, il vaut mieux reporter le rendez-vous. Si ce rendez-vous est important, je vais même griller une cartouche, car une première mauvaise impression, c'est bien connu, est très difficile à rectifier. Quand je suis en paix avec moi-même, j'en arrive au premier cercle autour de moi, le couple. Les situations conflictuogènes se multiplient entre celui qui a les mains chaudes et celle qui a les pieds froids, celui qui adore la montagne et celle qui préfère la mer. Tout va bien entre un pilier de rugby et sa moitié jusqu'au jour où elle devient végane. Tout va bien dans un ménage traditionnel jusqu'au jour où l'un des deux devient bouddhiste. Même s'il n'y a pas contrat devant notaire, le couple fonctionne toujours selon un deal, un modus vivendi. Pour éviter les conflits dans le couple, c'est comme pour éviter le bug en informatique. Quand par hasard ça marche, il ne faut surtout rien changer. Si j'estime intéressant de prolonger un CDD pour en faire un CDI, il existe un prérequis, la politesse.
Si tous les matins je commence ma journée par la formule « Permettez-moi, madame, de déposer à vos pieds mes hommages du matin » et je procède à un délicat et attentionné baise-main, mon couple durera plus longtemps que si dans un pyjama mal fermé, je lui rote mon café au nez. Ceci n'est pas une condition suffisante, mais elle est impérativement nécessaire. Je fais semblant de découvrir l'autre tous les matins, et ça m'évite bien des conflits. Évolution du couple. Le mariage par convention destiné à transmettre les héritages et à garantir l'avenir des filles a été la norme pendant des siècles, les mariages par amour étant minoritaires. Il a fallu attendre l'abdication d'Édouard VIII pour que le mariage par amour devienne un modèle. Ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, car le couple cherche toujours à se former par amour, mais plus dans la durée. Autre constat en matière de comportement à deux, l'homme n'a pas encore fait de choix définitif. Depuis toujours, certains s'inspirent du pigeon et pratiquent la fidélité à vie, d'autres fonctionnent comme le lion, avec un dominant et des compagnes, et certains enfin se comportent un peu comme des bonobos qui ont fait de l'échangisme une garantie de paix sociale. Curieusement, aucun de ces modèles ne met vraiment à l'abri des conflits. Et il a suffi par contre de quelques décennies pour que mes amies féminines me présentent successivement leurs maris, leurs concubins, leurs compagnons, leurs amis, leurs copains, puis leurs colocs. Le plus provisoire de tous étant apparu en 2020, le colloque de confinement. On observe deux modèles de couple particulièrement typés. J'épouse quelqu'un qui me ressemble, qui a reçu la même éducation que moi et qui partage mes valeurs. Et à l'inverse, les couples qui se sont formés sur leurs différences en recherche inconsciente de complémentarité. Il est assez logique que les seconds cassent plus de vaisselle que les premiers, sans que cela ne préjuge de leur longévité. On peut casser de la vaisselle longtemps, même si c'est pénible pour les enfants, petits et grands. Un bon moyen d'éviter les conflits consiste à épouser mon clone. Ensemble, nous élevons les enfants au moule. Ce genre de couple, qu'il soit traditionnel, 68 arts ou même anarchiste, tient en général assez longtemps, au moins en façade. Le conflit est très profond quand l'un des deux évolue et change ses croyances et ses valeurs, ou quand l'un des enfants casse le moule. Un moyen de prévenir ce type de divorce consiste à éviter d'être d'accord sur tout par principe. La pensée unique dans un couple n'est pas une bonne idée à terme. Il arrive aussi que l'on partage l'ADN sur des valeurs, mais pas sur la personnalité. Dans ces cas-là, on préserve la façade jusqu'au jour où ça ne devient plus supportable. Et là alors, gros scandale. Les opposés s'attirent, c'est bien connu. Vous connaissez bien sûr ce type de couple, du genre je t'aime moi non plus. De fait, chacun d'entre eux ne possède que la moitié du savoir-être, mais le possède à fond. Il suffit qu'un plat soit trop ou pas assez salé pour générer un conflit sur ta famille, ta mère, etc. Cela dure tant qu'ils espèrent changer l'autre pour l'amener aux mêmes croyances. Ensuite, soit ça pète, souvent pour retenter la même aventure avec un clone du précédent, soit ils forment non plus un ni deux, mais trois. Un, lui, par exemple feu et terre, elle, ciel et eau, et trois, le couple qui réunit deux personnalités complémentaires pour disposer des quatre éléments, si on reste sur cet exemple. Les enfants éduqués par un tel couple, fusion des deux personnalités, partent dans la vie avec un gros avantage sur ceux qui ont été élevés dans un moule typé mais réducteur. On peut aborder un conflit propre à l'époque. D'après mes observations personnelles, en ce début de XXe siècle, un divorce sur deux est encore dû à des visions différentes et parfois évolutives du travail de la femme. En gros, femme d'affaires ou bonne épouse, quoi. Comment ne pas en faire un conflit? C'est pas si simple. Peut-être en évitant de se mentir en début de liaison, ce qui est le cas très fréquent. Tendance normale à éviter les sujets qui fâchent au début, mais source de gros bugs avec le temps. Pour prévenir un divorce hard, la solution consiste à ne pas s'engager à fond. La génération en âge de se marier a souffert du divorce de ses parents, et de plus elle a fréquenté à l'école une majorité d'enfants divorcés. Il est donc assez logique qu'ils anticipent sur une séparation jugée inévitable et qu'ils évitent de s'engager. Chacun garde son appartement et son compte en banque. Il est prudent de faire passer sa carrière avant son couple, et si l'un veut passer 2 ans à New York, l'autre ne s'y oppose pas. Si ce système concilie sécurité et liberté, il a des chances de perdurer. Mais la natalité va en souffrir,
et c'est un peu la fin de la famille. En termes de prévention des conflits liés aux ruptures, ça les rend plus fréquents, mais moins violents. Est-ce un progrès pour la société? On peut penser que la génération suivante qui aura mesuré les inconvénients du système copiera ses grands-parents ou arrière-grands-parents. Il est intéressant d'observer que les veufs ou divorcés qui retrouvent l'âme sœur ne se remettent plus en ménage, expression du XXe siècle, se remettre en ménage, mais gardent comme les jeunes chacun leur appartement et leur compte en banque. On sort ensemble au cinéma ou au restaurant et on part en vacances ensemble. La tolérance d'ailleurs est forte. Bon, la croisière que tu me proposes ne m'intéresse pas, mais tu peux partir 8 jours avec une copine, histoire de partager le prix de la cabine. Ça me dérange pas. Bon, vu sous l'angle de la prévention des conflits, ce système présente de réels avantages. Mais évidemment, constater que les jeunes se préparent à vivre comme les vieux m'enthousiasme un peu moins. C'est le fameux principe de précaution à la mode qui se révèle un puissant frein à tout engagement et à toute prise de décision irréversible. Au-delà du couple, le cercle suivant reste la famille. Même si elle a un peu du plomb dans l'aile, la famille reste un cercle distinct en termes de gestion des conflits. La famille est malheureusement le terrain de jeu des violents, et on ne négocie pas avec un violent. Ces conflits souvent cachés font des ravages dans la mesure où ils laissent des traces qui perdurent. La psychogénéalogie est une bonne approche pour décrypter les conflits internes aux familles, et les fameux secrets de famille que plusieurs générations traînent comme une tare. Vous connaissez sans doute l'expression famille de taiseux, dans lesquelles les parents savent des choses qu'ils ne veulent ou ne savent pas transmettre à leurs enfants. Au fur et à mesure que ceux-ci grandissent, l'ambiance s'alourdit, et ça se termine toujours par un conflit, parfois violent, allant jusqu'à une rupture irréversible. En matière de prévention des conflits, je crois aux vertus de la parole, y compris envers les enfants très jeunes. Tout se gère, mais à condition d'en parler librement. Les conflits classiques dès l'enfance peuvent concerner un enfant avec ses parents, le syndrome du mal-aimé, ou des frères et sœurs entre eux, avec parfois un exclu ou deux clans. Les victimes ou les bourreaux sont curieusement souvent l'aîné ou le dernier. On voit aussi des grands-parents qui ont ouvertement leur préféré. Tout ça parce que la belle-fille n'est pas sympa, je me venge inconsciemment sur ses enfants, quitte à me plaindre ensuite que ceux-là ne viennent pas me voir plus tard dans mon EHPAD. Oui, la famille crée de très nombreuses opportunités de conflit, mais tous peuvent être anticipés, car les causes sont largement connues, et ce type de conflit met souvent des années à grandir. Il faut traiter dès l'apparition des premiers symptômes. De nombreuses fratries adultes ne résistent pas à l'épreuve de l'héritage. Pour le coup, c'est prévisible. Ça peut se passer très bien si les intéressés décident, avant d'entrer en séance, de ne pas tomber dans ce piège et de privilégier le maintien des bonnes relations à tout intérêt particulier. On est bien sur un terrain miné. Il est parfois prudent de procéder à des lots de valeurs équivalentes et de tirer au sort, quitte à échanger ensuite, mais en négociant poliment et sans obligation. Sans attendre l'héritage, des différences importantes de train de vie et de réussite sociale créent toujours des malaises dans les familles et souvent des conflits. Là encore, comme c'est classique, ça peut se gérer avec un minimum de tact et l'absence de jalousie. Les beaufs et les jaloux sont générateurs de conflits, mais ça n'est pas un scoop. On observe la résurgence récente de la notion de famille élargie à celle de tribu. Les jeunes qui ne fondent plus de vraies familles recherchent quand même leurs racines. La généalogie et les cousinades sont à la mode. Tout ceci va dans le bon sens en matière de prévention des conflits, sauf si un cousin lointain vient à la cousinade pour régler ses comptes. C'est bien de retrouver les miens une fois par an pour Noël, mais si tous les ans je quitte la table au milieu du repas et pars en claquant la porte, il vaut peut-être mieux envoyer mes vœux par SMS et inventer une excuse justifiant mon absence. Si j'y vais avec l'idée que ça va mal se passer, eh bien, ça va mal se passer. Les sujets qui fâchent en famille sont archi connus. Des cousins proches ne connaissent même pas leur existence suite à l'affaire Dreyfus qui date de plus d'un siècle. Plus récemment, des familles qui s'entendaient bien vont éclater à cause du vaccin. Il est évidemment regrettable de ne parler que de la pluie et du beau temps en famille, mais si le clash est programmé, faut-il allumer la mèche? Une famille n'a pas à rechercher la pensée unique, mais pour instaurer un climat d'échange constructif, il faut commencer à échanger par ce qui nous rapproche, selon le principe expliqué dans le chapitre sur la négociation. Pour en terminer, la famille est un cercle important, et son absence peut constituer un manque, pas forcément facile à gérer. Un ami, ce n'est jamais tout à fait un frère. Je crois que c'est un roi d'Angleterre qui a dit « Les seules guerres vraiment passionnantes sont les guerres fratricides »,
Et comme la Bible nous a dit la même chose à propos des deux premiers frères apparus sur terre, ce constat doit bien avoir un fond de vérité. La guerre de 14 était, entre autres, une guerre entre souverains descendant tous plus ou moins de la reine Victoria, et notre République a eu grand tort de s'impliquer dans cette guerre de famille. Leçon à retenir pour mes conflits au quotidien, je peux conseiller mon voisin pris dans un conflit de famille, mais je me garde bien de m'y impliquer. Troisième opportunité de conflit, les proches, et en premier lieu les voisins. Viennent ensuite les collègues de bureau et les amis. Mes voisins en immeuble, que ce soit chic ou populaire, c'est à peu près la même chose. En appartement, les motifs de discorde sont souvent liés aux nuisances sonores et à tout ce qui concerne la propreté des parties communes. Jusqu'à quel point faut-il tolérer? À quel moment faut-il intervenir? Faut-il engueuler l'intéressé? Faut-il afficher des messages dans l'entrée ou dans l'ascenseur? Faut-il tolérer les fêtes et anniversaires ou faut-il pratiquer la tolérance zéro? Toutes ces méthodes ont rarement des effets très positifs. On ne peut que rappeler une règle générale. Intervenir sans vrai motif va déclencher un conflit sans véritable objet, et inversement, subir trop longtemps va laisser s'aggraver la situation. Le mieux, si c'est possible, c'est d'avoir concierge, syndic et régisseur qui agissent efficacement en action et surtout en prévention. En villa ou en campagne, on retrouve pareillement les nuisances sonores ou olfactives à base de merguez. Mais s'y ajoutent des incidents de frontières. Le mur mitoyen qui s'effondre, l'arbre de l'un qui étend ses branches chez l'autre, et le chien qui fait ses crottes un peu partout, sans se préoccuper de savoir s'il est chez lui. La tendance qui consiste à grillager son territoire, y compris au fin fond de la Lozère, ne met pas à l'abri de ce genre de conflit, car elle ne crée pas un climat propice aux échanges amicaux. Je peux, sans franchir la limite de mes 600 mètres carrés, passer ou non ma tondeuse au moment où mon voisin prend l'apéritif avec des amis. Même s'il n'y avait de ma part aucune intention maligne et que je n'avais pas d'autre heure disponible pour ce travail, mon voisin va être à coup sûr convaincu que je lui veux du mal. La recette consiste à m'entendre avec mon voisin pour tondre à la même heure que lui. C'est pas très compliqué, mais peu le font. Que dire sur les conflits dans le cadre du travail? Pourquoi des gens plutôt pacifiques dans leur quartier se battent entre eux dès qu'ils sont dans un contexte de travail reste pour moi, ancien médiateur professionnel, un grand sujet d'étonnement. Sans doute le résultat d'un management qui, plus ou moins consciemment, divise pour régner. C'est dû aussi à la tendance humaine à créer des sous-groupes au sein d'un groupe. Si l'on veut dresser une typologie des conflits en entreprise, on peut commencer par les conflits liés aux chapelles. Les conflits les plus courants sont les anciens contre les nouveaux, les diplômés contre les autodidactes, les hommes contre les femmes, les parisiens contre les provinciaux, la moquette contre le bitume et les repris contre les racheteurs. Pour éviter ce type de conflit, il suffit d'éviter de me faire embaucher par un chef de gang. J'entretiens la réputation de quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde. Passer pour un jésuite est le prix à payer pour travailler en paix, et c'est le moment de sortir mon masque de pacifique. Viennent ensuite les conflits liés aux générations. Il est difficile de faire travailler en bonne intelligence 3 générations qui, en période de mutation profonde de la société, n'accordent pas la même valeur au travail et la même importance à la vie professionnelle dans leur vie tout court. Quand j'ai envie de critiquer plus jeune ou plus vieux que moi, je me dis, qui aujourd'hui méprise les vieux, demain méprisera les jeunes, et qui aujourd'hui méprise les jeunes et hier méprisait les vieux. Si je m'imprègne de cette idée, je m'épargne des conflits stériles. Et puis, je rappelle au cadre que critiquer les jeunes est le premier signe de la vieillesse. Attention. On peut en entreprise être pris dans de vrais conflits d'intérêts, à l'occasion d'embauches, de promotions, de réorganisations, fusions et autres changements. Pas question de me laisser marcher sur les pieds, mais pas question non plus d'être jaloux de ceux qui misent tout sur leur carrière. Mon emploi, c'est mon emploi, et moi, c'est moi. Les conflits de personnalité ont tendance à s'exacerber quand on passe de longues heures en promiscuité. Les plus classiques sont les travailleurs contre les zen, les méthodiques contre les créatifs, les théoriciens contre les praticiens, les prudents contre les fonceurs, et bien sûr les bagarreurs contre tout le monde. Si ma personnalité est équilibrée, je n'aurai pas trop de conflits liés à ma personnalité. Mais si je suis typé, ça va être plus compliqué. Si je suis fier de qualités que n'ont pas mes collègues, qui en ont d'autres que je n'ai pas, j'ai tout intérêt à prendre mon petit déjeuner sur ce set de table de Glodus Bouchon.
Vos défauts, on s'en accommode, mais arrêtez de me pomper l'air avec vos qualités. Et si je tombe sur un redresseur de tort, voire un redresseur de faute de frappe, sachant d'où ça vient, je laisse glisser. C'est le pénible qui a un problème, pas moi. Et lui faire la leçon en lui disant que ce n'est pas bien de faire la leçon ne va faire qu'entretenir la tension. Les changements de moi ou des autres provoquent nombre de conflits dans l'entreprise. Une évolution personnelle ou des problèmes avec ma famille peuvent provoquer des conflits au bureau. Si mon chef est en train de divorcer, il vaut mieux que j'évite de l'agacer. Quand entre moi et mon emploi, ce n'est plus le grand amour, je ne démissionne pas pour cause acédique, et pour me faire virer, je me rends aussi désagréable que possible. Si ça dure, je vais y laisser des plumes. Mieux vaut partir en payant un pot d'adieu plutôt que de me poser en victime. Mais pour ça, il faut savoir trouver un emploi tout en travaillant, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Conseil, ne mettez pas 10 ans pour faire savoir que vous souhaitez partir. Mais attention, de nombreux petits chefs harcèlent celui qui souhaite partir. C'est pas simple. Cercle suivant, les amis, qu'il faut distinguer des copains, des relations ou du simple réseau. Avec les relations, les occasions de faire durer un conflit sont rares. Il suffit de ne pas fréquenter les pénibles. Ce qui distingue un copain d'un ami, c'est le côté un peu plus provisoire du premier. Mais dans les deux cas, les brouilles peuvent être sanglantes et laisser des traces. Conseil, si je ne choisis pas ma famille, je suis supposé choisir mes amis. Pas toujours vrai. Si c'est eux qui me choisissent, et surtout, j'évite de vivre en fusion avec un seul groupe d'amis. Et éviter ceux qui m'imposent une amitié exclusive. Si tu es copine avec Charlotte, tu n'es plus ma copine. Nananère. Ces comportements de cours d'école primaire se rencontrent dans les clubs troisième âge. À fuir sans se retourner dès que détectés. Pour finir, moi et le reste du monde. Bon, les derniers cercles sont un peu pour moi comme des planètes lointaines. Je peux être concerné, mais rarement impliqué. Le plus souvent, je suis spectateur et je suis tenté d'ignorer. Je ne peux pas porter sur mon dos toute la misère du monde, et j'agis pour la paix du monde à mon niveau, normal. Si je suis moi-même un peu déprimé, il ne vaut mieux pas que je me colle devant les infos. De l'intérêt, bien sûr, mais entrer en conflit avec mes proches à cause d'un conflit lointain relève quand même d'un manque de sagesse. Bien, retenez que pour vivre en paix, il faut bien identifier les sources normales de conflit et ne pas laisser grandir la petite pousse. Soignez les premiers symptômes et naviguez vent arrière si vous voulez naviguer longtemps. Oncle Jacques. Et comme à la fin de chaque chapitre, n'espérez pas échapper à la pub. Une conférence en live, c'est mieux qu'en Zoom.